Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire... Vertigineuse, une histoire souvent laissée dans l'ombre, une traite d'êtres humains qui a duré 14 siècles. 14 siècles, oui, du 7e au 20e siècle. On parle de la traite arabo-musulmane ou traite orientale. Et les chiffres donnent le tournis. On parle de 15 à 17 millions de personnes déportées. Au bas mot, oui. Ce sont des estimations très prudentes. L'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre comment un tel système a pu naître, durer si longtemps et surtout, pourquoi il reste une page si discrète de l'histoire. C'est un point essentiel, parce que bien sûr, l'esclavage n'est pas né au 7e siècle. C'est une pratique millénaire. Les Égyptiens, les Romains... Oui, tout le monde en faisait. Exactement. Mais ce qui se passe à ce moment-là, c'est un changement d'échelle radical. Avec l'expansion musulmane, la pratique s'intensifie, elle s'organise. Ça devient un vrai système à un niveau jamais vu. C'est un basculement. Un basculement, d'accord. Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce qui met le feu aux poudres au 7e siècle en ère? Pourquoi cette accélération si brutale? La raison, elle est d'abord économique et militaire. Les conquêtes musulmanes créent un empire immense, de l'Espagne jusqu'à l'Inde. Et cet empire a des besoins. Des besoins criants de main-d'œuvre. Il faut des bras pour les mines, les chantiers, pour les armées, les plantations. La capture d'esclaves, ce n'est plus juste un butin de guerre, ça devient l'un des moteurs de la conquête. Et on a des exemples concrets de cette systématisation dès le début. Oui, et c'est ça qui est frappant. On n'est pas du tout dans l'improvisation. Prenez le traité de Bact. Les traités de Bact, ouais. Signé en 642, on est à peine 10 ans après la mort du prophète Mahomet. Ce traité, passé avec le royaume chrétien de Nubie, au sud de l'Égypte, l'oblige à livrer 360 esclaves chaque année. Chaque année. Ce n'est plus une razzia, c'est un impôt. C'est exactement ça, un tribut, un impôt en vie humaine qui est institutionnalisé. Un impôt en vie humaine. Et la religion dans tout ça? Quel rôle elle joue pour, disons, justifier un tel système? Elle joue un rôle de légitimation, il faut être très clair. L'islam n'invente pas l'esclavage. Non, bien sûr, il préexistait. Il préexistait partout, mais l'islam va le perpétuer et surtout le codifier, lui donner un cadre légal. Le Coran autorise la pratique, il y a des recommandations pour un traitement qui ne soit pas d'une cruauté excessive, mais le statut de l'esclave en lui-même n'est jamais remis en question. D'accord. Donc, la règle de base, c'est quoi? Qui peut-on réduire en esclavage? Le principe est simple, seuls les non-musulmans. C'est la grande distinction. En théorie, un musulman ne peut pas asservir un autre musulman. Attendez, mais là, il y a quelque chose qui cloche. Si la règle, c'est « on n'asservit pas un musulman », et qu'on sait que l'islam s'est beaucoup répandu, notamment en Afrique, comment le système a pu continuer? Vous mettez le doigt sur la faille logique du système. La conversion aurait dû libérer les gens, non? En théorie, oui. Mais dans la pratique, pas du tout. La conversion n'entraînait absolument pas un affranchissement automatique. Un esclave qui se convertissait restait un esclave. Ah, d'accord. Ses enfants, s'ils naissaient après sa conversion, pouvaient espérer être libres. Mais lui, non. C'est une des clés qui explique la longévité du système. Parlons des victimes, justement. On pense tout de suite à l'Afrique, mais au début, ce n'était pas la seule source. Non, loin de là. Pendant des siècles, une part très importante des esclaves venait d'Europe. On les appelle les Sakalibas. Les Sakalibas, ça veut dire quoi? Ça désignait les peuples slaves. Attendez! C'est de là que vient le mot esclave? Exactement. Le mot esclave, dans presque toutes les langues européennes, vient de slave. C'est dire l'ampleur du phénomène. On estime à environ 1 million le nombre d'Européens, de Caucasiens aussi, qui ont été capturés et vendus. C'est fou. Et puis, au fil des siècles, les royaumes européens ont appris à mieux se défendre. Cette source s'est tarie. Et la traite s'est alors reportée massivement sur l'Afrique subsaharienne, qui est devenue le réservoir principal. Ce qui m'amène à la question des acteurs. On a cette image un peu simple du négrier arabe qui traverse le désert. Mais ça devait être bien plus structuré que ça, non? Ah oui, c'était une affaire de professionnels, un commerce incroyablement organisé. Bien sûr, il y avait les marchands arabes, les marchands berbères, qui maîtrisaient les routes. Mais ils n'étaient souvent que le dernier maillon d'une très longue chaîne. Il fallait bien des gens pour capturer, au départ. Voilà, et leur rôle était impossible sans la participation très active d'intermédiaires africains. L'historien sénégalais Ibrahima Thioub insiste beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que ce n'était pas que des razzias menées par des étrangers. Non. Certains royaumes, certaines élites africaines ont très vite compris le profit immense qu'ils pouvaient tirer de ce commerce. Ils sont devenus des partenaires.
Ils organisaient eux-mêmes la capture, la vente. C'était un business. Un business. Avec des fournisseurs locaux qui alimentaient la demande venue du Nord. C'est une réalité complexe. Et toute cette logistique, elle convergeait vers où? Quels étaient les grands centres névralgiques de ce trafic? On avait 2 grands axes. D'abord, les routes terrestres à travers le Sahara. Le dromadaire a rendu ça possible. On parle de 7 millions de personnes qui auraient fait cette traversée. Effroyable, on imagine. Et puis les routes maritimes, la mer Rouge et l'océan Indien. Tout ça aboutissait dans d'immenses marchés aux esclaves. Le Caire, Bagdad, La Mecque, Tombouctou et surtout Zanzibar. Zanzibar au large de la Tanzanie, qui est devenue la plaque tombante absolue de la traite dans l'océan Indien. Un marché à ciel ouvert. On en revient à la contradiction de tout à l'heure. Si de nombreux Africains noirs étaient eux-mêmes musulmans, comment les esclavagistes justifiaient-ils de contourner la règle de base qui... C'est précisément là qu'on assiste à la naissance d'une idéologie raciste pour justifier l'injustifiable. Puisque la justification religieuse ne tenait plus, il a fallu en construire une autre. Basée sur la couleur de peau? Exactement. On est passé d'une barrière religieuse à une barrière raciale. On voit fleurir des théories sur la prétendue infériorité des Noirs. La plus connue et la plus terrible vient d'un immense intellectuel du XIVe siècle, Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, le grand historien? Lui-même. Il a écrit, noir sur blanc, que les nègres étaient le seul peuple à accepter l'esclavage, car ils se situeraient à un stade inférieur d'humanité, plus proche de l'animal. Plus proche de l'animal, c'est d'une violence inouïe. Et ce discours a infusé. Il a servi de justification pendant des siècles. On le voit même dans la langue. Comment ça? Progressivement, des mots arabes qui désignaient simplement les Noirs, comme abd ou zange, sont devenus des synonymes purs et simples du mot esclave. Le nom d'un peuple devient l'équivalent d'un statut. C'est une déshumanisation par le langage. Les sources décrivent une cruauté systématique. Donnez-nous des exemples pour qu'on saisisse la réalité de ce que ces gens vivaient. La violence commence dès la capture. Les estimations sont terribles. En moyenne, pour un esclave capturé vivant, 2 à 3 personnes étaient tuées sur place. 2 à 3 morts pour un seul captif. C'est une industrie de la mort avant même le voyage. C'est ça. Et on préférait les enfants, jugés plus dociles, plus faciles à acculturer. Ensuite, il y avait le voyage, la traversée du Sahara. On estime la mortalité dans ces caravanes entre 20 et 30%. Un instant. 20 à 30%? Ce sont les chiffres qu'on donne pour la traversée de l'Atlantique. C'est un niveau d'horreur tout à fait comparable. Le décor change, l'horreur reste la même. Et pour certains, le pire était encore à venir. Oui, je pense à la pratique de la castration. Pour produire des eunuques, très recherchés comme gardiens de harem ou hauts fonctionnaires, une opération d'une barbarie absolue avec des taux de mortalité Astronomique, j'imagine. effroyables. On les estime entre 77 et 94%. 94%! C'est un massacre. Ce qui explique leur prix exorbitant, mais ça veut dire que pour un eunuque qui survivait, des dizaines d'autres garçons mouraient. Ceci dit, il ne faut pas croire que cette oppression était subie passivement. Il y a eu des résistances. Bien sûr, la plus spectaculaire est la grande révolte des Zinges en Irak, des esclaves noirs qui ont tenu tête au puissant califat de Bagdad pendant 14 ans, de 869 à 883. C'est la preuve éclatante qu'il y avait une résistance. Ce qui reste presque impossible à concevoir, c'est la durée. Le XXe siècle. Comment ce système a-t-il pu tenir si longtemps? C'est la grande différence avec la traite atlantique. En Occident, à partir du XVIIIe siècle, un puissant mouvement d'idées, l'abolitionnisme, a émergé. Les Lumières, les Quakers... Voilà. Pour des raisons philosophiques, religieuses, des gens se sont levés pour dire « ça suffit ». Dans le monde arabo-musulman, un tel mouvement de remise en cause interne n'a jamais vraiment pris corps. Donc l'abolition est venue de l'extérieur. Essentiellement, oui. C'est la pression des puissances coloniales européennes, la France et l'Angleterre surtout, qui a forcé, très lentement, l'abolition. Et les dates finales sont incroyablement tardives. À quel point? L'abolition officielle de l'esclavage en Arabie Saoudite, c'est 1962. Pardon? 1962? 1962. Et le dernier grand marché aux esclaves de la Mecque a fermé ses portes dans les années 60. 1962. C'est hallucinant. C'est l'année de l'indépendance de l'Algérie, la crise des missiles de Cuba. On parle de l'époque de nos grands-parents. Ce n'est pas de l'histoire ancienne. Pas du tout. Alors, la grande question,
pourquoi est-ce qu'on en parle si peu? L'auteur Tidiane Diage parle de génocide voilé. Pourquoi ce silence, ce tabou? Il y a plusieurs raisons qui s'additionnent. D'abord, l'ombre immense de la traite atlantique, qui a logiquement monopolisé l'attention. Et les archives aussi. Oui, c'est un vrai problème de source. Le sable du Sahara a littéralement effacé les traces. Mais les raisons les plus profondes sont en fait politiques. C'est-à-dire? Après les indépendances, une forme de solidarité politique s'est installée entre pays africains et le monde arabo-musulman, contre l'ancien colonisateur. Dans ce contexte, évoquer cette histoire, c'est souvent perçu comme une tentative de diviser. Ou de minimiser la responsabilité européenne. Exactement. Et puis, il y a le sujet le plus sensible, la co-responsabilité de certains Africains. L'historien Ibrahima Thioub, que je citais, en a fait les frais. Racontez-nous. Il a donné une conférence où il a simplement parlé de toutes les traites, y compris celles impliquant des Africains comme acteurs. La réaction d'une partie du public a été d'une violence inouïe. Après, des gens sont venus le voir en privé. Pour lui dire quoi? Pour lui dire « Ce que vous dites est vrai, on le sait, mais il ne faut pas le dire devant les Blancs ». C'est terrible. Ça montre à quel point la mémoire est un champ de bataille politique. Où la peur de donner des armes à l'ennemi paralyse le travail de mémoire. Bon, si on essaye de synthétiser, on a un système d'une durée et d'une ampleur folle, avec une multitude d'acteurs, et qui a évolué, passant d'une justification religieuse à une justification raciale. C'est exactement ça. La grande leçon, c'est que ce n'est pas une histoire simple avec des méchants et des gentils. C'est un système complexe avec des responsabilités partagées. Un système qui s'est appuyé sur des pratiques anciennes, légitimées par un cadre religieux, et qui a dû, pour survivre à ces contradictions, développer cette idéologie raciste. Pour conclure, quelle est la pensée, la question qui reste en suspens après tout ça? Ce qui est troublant, c'est que si l'esclavage légal a disparu, les sources soulignent qu'un héritage de négrophobie persiste dans certaines parties du monde arabo-musulman. On a vu des images terribles ces dernières années. Les images de marchés aux esclaves de migrants subsahariens en Libye. Elles ne sortent pas de nulle part. Elles sont un écho tragique de ce très long passé. La question qui reste ouverte, c'est donc dans quelle mesure les dynamiques de cette histoire de 14 siècles façonnent-elles encore aujourd'hui les mentalités, les préjugés et les relations humaines dans cette immense région du monde? C'est une question qui hante notre présent.